Et comme annoncé, notre invité ce matin, c'est le président de OBU, Agbeyome Kodjo. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour Eric, bonjour Tassi FM, bonjour également aux fidèles auditeurs. Vous allez bien? J'essaie en tout cas d'aller bien. Alors, quand vous jetez un regard sur les Togolais et quand vous circulez, parce que vous arrivez de circuler un petit peu à Lomé, qu'est-ce que vous remarquez, Monsieur le Président? C'est évident Eric, les Togolais sont inquiets et les Togolais de toute façon doutent donc de leur avenir. Les Togolais se posent des questions sur en tout cas l'efficacité et la pertinence des positions donc de leur classe politique. Et je pense que nous devons nous ressaisir et puis de toute façon éviter en tout cas de proposer donc des choses que nous ne pouvons pas réaliser donc au peuple. Autrement dit, nous avons vécu toute une série de manifestations dans le pays, des manifestations revendicatives d'un certain nombre de choses, une meilleure gouvernance du pays. Un dialogue s'est ouvert. Pour aller à ce dialogue, l'opposition est partie en rang divisé. C'est-à-dire que ces 14, donc le groupe de ceux qui ont manifesté, de ceux qui ont marché, ont estimé que l'autre frange de l'opposition, qui n'a pas marché donc avec eux, n'a pas droit de prendre part du moins à ce dialogue. Quoique, parmi ceux qu'on exclut, il y a des gens qui ont de l'expertise et des relations qui peuvent peser. Comme vous, par exemple? Peut-être, qui peuvent peser sur le déroulé, si vous voulez, donc du dialogue. Vous revenez de ce dialogue et la CEDEAO vient donc énoncer donc une feuille de route, c'est-à-dire que la société togolaise est politiquement malade, donc socio-économiquement aussi malade, on vous propose une thérapie. Ceux qui ont représenté l'opposition à ce dialogue reviennent dire que non, que ce n'est pas très clair. Je voulais rappeler, si je dis ceci, j'ai fait tous les Ouagas dans une autre vie. Oui. J'ai fait tous les Ouagas. Ouaga 1 au pouvoir. Oui, Ouaga 1, Ouaga 2, Ouaga 3. Quand le facilitateur donc réunit les deux protagonistes, la conclusion des travaux est soumise aux deux parties avant qu'on ne la rende publique pour que une partie dise qu'elle ne se reconnaît pas dans ce qui a été publié. Alors nous, qui n'avons pas pris part au dialogue, nous étonnons que ceux qui ont été et qui sont revenus disent que non, il y a des aspects qui méritent une clarification. Je voudrais aussi, de toute façon, nuancer un peu mon propos en disant que, à la lecture du communiqué final, donc à la salle, en tout cas au 2 février, j'ai pu comprendre aussi du moins que le ministre des Affaires étrangères a fait une bourde en sautant ou en avalant certains passages. S'il a fait de mon exprès, je crois que ce n'est pas bien. Mais je pense que ce n'est pas méprise, disons-le comme ça. Mais une fois que les choses ont été rétablies par donc la CEDEAO, je pense qu'il faut se mettre au travail. Très bien. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette question politique. Je voudrais qu'on s'intéresse d'abord à la gouvernance économique. Quand vous circulez dans ce pays, est-ce que vous avez le sentiment que les Togolais se portent bien? Non, je vous l'ai dit que les Togolais ne se portent pas bien. C'est-à-dire que nous avons le sentiment aujourd'hui que il y en a de toute façon qui vivent bien et qui ont peut-être tout. Et puis il y en a de toute façon qui n'ont pas suffisamment. Bref, je veux dire que le sentiment que le Togolais aujourd'hui, c'est que nous vivons dans une société inégalitaire. Et qu'en fait, peut-être que les inégalités se sont accrues. Pourquoi? De toute façon, je crois qu'il faut poser la question à ceux qui nous gouvernent. Alors, donc, toutes ces manifestations-là avaient un fond. C'est la demande sociale. C'est la demande sociale. Et donc, je dis, la demande sociale qui prévalait dans le 19 août 2017, elle n'est plus, ou elle n'est pas de la même ampleur de toute façon que ce que nous vivons là, en ce moment. C'est-à-dire qu'en un an, la situation socio-économique du pays s'est énormément dégradée. Nous avons sorti de tout un communiqué en temps, à mi-parcours, en disant qu'on a déjà perdu au moins 400 milliards et qu'il y a des doutes par rapport aux investisseurs qui doivent venir. Parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, quel est le problème? Nous avons une majorité de jeunes qui est à la recherche du premier emploi.
et certains ont perdu leur emploi. Donc dans cette crise-là, c'est-à-dire que les boutiques sont fermées, rien ne... Donc on a encore accru, si vous voulez, de toute façon, le nombre de demandeurs d'emploi par la suppression du nombre des emplois liés du à ces troubles sociopolitiques, sans oublier que l'extérieur, un investisseur qui veut venir au Togo, mais il va montrer sur son ordinateur et voir l'état du pays. Bref, si quelqu'un vous dit aujourd'hui que le Togo se porte bien, peut-être que c'est dans son univers et qu'il ne regarde pas de Mais vous, en tant qu'homme politique, vous pensez, vous réfléchissez par rapport aux conditions des Togolais. Comment est-ce qu'il faudra aujourd'hui faire pour réduire la fraction sociale? S'il y a des Togolais qui se portent bien, c'est-à-dire qu'eux, ils ont tout, ils ont le beurre, ils ont l'argent du beurre, et d'autres n'ont presque rien. Non, moi, et c'est pour ça que je crois qu'au cours d'une autre émission, je disais que, en dehors des revendications politiques, nous pouvons faire également des revendications donc, en termes de gouvernance. C'est-à-dire que ce que l'opposition, la C14, le collectif, le C14 a eu à faire, on peut faire la même chose donc sur la gouvernance. Prendre un certain nombre d'aspects et discuter donc avec le pouvoir. Ça, je crois que vous devez l'améliorer. Parce que le rôle de l'opposition, c'est quoi? C'est de s'opposer et amener ceux qui gouvernent à avoir une meilleure attitude, à avoir une meilleure répartition des richesses. Je disais aussi chez un de vos collègues la dernière fois que l'instrument qui permet d'avoir la paix sociale et la cohésion, c'est le partage de pouvoir et une saine répartition des richesses nationales. Et donc, si nous obéissons à ces deux paradigmes, je suis sûr que les Togolais se sentiraient mieux. Vous êtes dans l'opposition, pourquoi est-ce que ça ne vous émeut pas que vos concitoyens vivent mal? Ah bon? Vous avez un instrument de mesure pour savoir si je n'ai pas de la peine de toute façon de voir donc mes compatriotes. On ne vous entend pas sur le sujet véritablement, ou très souvent. Nous parlons, peut-être que nous ne parlons pas assez, mais je pense quand même que la situation pour moi aujourd'hui de toute façon mérite, en dehors des revendications politiques, parce que les gens pensent qu'il n'y a qu'avec la politique du monde qu'on peut résoudre tous ces problèmes. Je ne pense pas. Parce qu'en fait, nous pourrons avoir demain une alternance et avoir une gouvernance pire que ce que nous dénonçons aujourd'hui. Ça de tout, si c'est une possibilité. C'est une possibilité. Si vous interrogez l'histoire, du monde, ça existe. Mais je dis, en même temps que nous revendiquons un certain nombre, donc, comment je dirais, un certain nombre de choses de nature politique, il faudrait également donc se pencher sur les problèmes sociaux, les problèmes économiques et attirer l'attention donc du gouvernement sur, en tout cas, certains dérives du monde que nous constatons. Mais si on ne dit rien. Et vous attirez souvent l'attention du gouvernement sur les dérives? Il y a plusieurs façons de faire le boulot. Comment est-ce que vous le faites au niveau de Obi par exemple? Non, il y a plusieurs façons de faire le boulot. Il y en a de tout qui le font, il y en a qui le font du moins en faisant du bruit. Il y a d'autres également de tout qui utilisent donc des passerelles, des couloirs pour attirer l'attention de ceux que nous gouvernent que tel aspect-là, il faudrait mieux développer cela et faire attention à d'autres aspects. Ça, c'est pas de l'opposition gentille, ça? Pardon? Un peu de la gentillesse dans l'opposition? Vous savez, là on fait la politique pourquoi? Pour améliorer les conditions de vie des populations. Bien sûr. Moi j'ai expérimenté toute forme d'opposition dans ce pays. L'opposition radicale, oui, je l'ai expérimenté. Ça a donné des résultats. Ce que nous avons fait pendant du moins 12 mois, en tout cas du moins sous ce que nous avons appelé Effet Tchada, je ne sais pas si ça a changé la situation des Togolais au moment où nous parlons. Vous et moi ici, ça peut peut-être changer demain. Mais pour l'heure, je dis, j'affirme que ça a aggravé la situation économique et sociale dans le pays. J'espère. On n'aurait pas dû connaître le 19 août, par exemple. Je crois quand même que je crois quand même que les torts sont partagés. Je ne peux pas dire que c'est la faute uniquement de tout à ces mouvements. Mais le gouvernement lui-même devait prendre un certain nombre de mesures tôt. Par exemple, nous savions tous que le fichier électoral sur lequel nous avons été à l'élection présidentielle n'était pas bon. Tout le monde le savait. Et l'Union européenne avait fait un rapport confidentiel qui a circulé, tout le monde a vu. Comment les chiffres ont été gonflés dans certaines préfectures. Nous le savons tous. Mais une fois l'élection présidentielle terminée, on devait de toute façon s'accorder à avoir un fichier électoral sain. On a eu 2016, 2017, on n'a rien fait. Si le gouvernement avait pris l'initiative de lancer la révision des listes électorales, je pense que c'est le problème donc de retard aujourd'hui qu'on observe donc au niveau donc, de l'organisation des élections législatives, on n'aurait pas eu ce retard. Et donc je dis les torts sont partagés. C'est-à-dire que certains de toute façon vivent mal
Et d'autres vivent, je ne dirais pas mieux, de manière insolente. Et je crois quand même que de temps en temps, il y a des situations de frustration dans le pays. Jusqu'à une période récente, Aguillaume était radical, vous venez de le dire. Oui, j'ai payé le prix du radicalisme et j'ai vu de moins les... C'était quoi le prix? Votre emprisonnement? Je vais vous dire ceci. Lorsque certains prétendent que c'est eux qui ont inventé, et du moins c'est la revendication des réformes, je dis, mais ça me fait sourire. Parce que j'étais, moi, Premier ministre de la République. J'étais apprécié localement et sur le plan international par rapport à ce que je faisais. Mais il faut rester à l'écoute. Nous recevons des ambassadeurs, nous voyons comment les choses fonctionnent. On a attiré plusieurs fois notre attention sur le fait que si vous ne faites pas les réformes là, le jour où le président Yadema partira, vous aurez d'énormes difficultés dans le pays. Et il y a eu des démonstrations. Et donc on a fait une répartition du boulot. Toi tu t'occupes des réformes au niveau du parti, moi je m'occupe des réformes au niveau des institutions. Le résultat, vous le connaissez. Alors quand on me dit aujourd'hui, je n'étais pas chômeur, j'étais bien logé, mais pour le pays, pour son avenir, pour prévenir ce qui va arriver, nous avons osé. J'en ai payé le prix lourdement. Et aucun, parmi ceux qui prétendent aujourd'hui que c'est eux qui ont inventé les revendications, aucun n'a payé le prix que j'ai payé. Je ne reviendrai pas là-dessus. Et donc, je suis revenu. On dit, ah, bon, on va faire donc le collectif sur le Togo, allons-y. Oui, on l'a fait. Nous étions des grands animateurs du collectif sur le Togo. Nous étions des stratèges. On a vu comment ça s'est passé. En tout cas, ça me permet de dire que bon, le débat là, actuel sur est-ce qu'on fait une liste commune avec tous les membres du CST ou on part seul, ça ramène de moi à ce qui s'est passé au CST. On a le sentiment que vous n'avez pas oublié ce qui s'est passé en 2013. Non, une seconde. Vous êtes rancunier à Aguillaume Kodjo? Je suis chrétien et tout bon chrétien ne peut pas être rancunier. Mais il doit tirer des leçons. C'est le ministre Cortot qui nous a appris, paix à son âme, que les testicules d'un aveugle, on ne les piétine pas deux fois. Et donc, en fait, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous avions proposé en 2013 de faire une liste commune avec un CST arc-en-ciel. Et on va voir comment on fait pour tricher. Mais on n'a pas été suivi. Et même, à l'intérieur du CST, on a fait des divisions. Nous ne sommes pas venus ce matin pour parler du CST. Nous sommes venus pour parler. On remarque juste que la plaie a du mal à se cicatriser. De toute façon, nous avons, de toute façon, nous disons que virtuellement, nous sommes à l'Assemblée nationale. Virtuellement, au but à l'Assemblée nationale. Ceux qui y sont au nom du CST, de toute façon, le sont aussi avec des voix des militants de haut but. Et personne ne peut contester ça. Pourquoi est-ce que vous avez changé de veste aujourd'hui? Vous étiez un opposant radical. Aujourd'hui, vous avez ramolli vos positions. Mais je vais t'expliquer. Vous êtes courtisé par le pouvoir de Faure Gnassingbé. On vous voit aux manifestations publiques depuis quelque temps. Je crois qu'il faut savoir raison garder. J'ai été Premier ministre de la République. Bien sûr. Quand on célèbre l'indépendance de notre pays, j'ai le devoir de toute façon d'être là-bas. Parce que si on n'a pas obtenu l'indépendance, on ne peut pas avoir la chance d'avoir dirigé ce pays. Je n'ai pas le même statut du monde que les autres. Là où la République m'attend, je réponds. Parce que je souhaite que demain, lorsque je serai président de la République, que les autres aussi répondent quand je vais les appeler. Et je pense quand même que ceux qui aujourd'hui, de toute façon, disent que, parce qu'on n'est pas d'accord avec Faure Gnassingbé, Faure Gnassingbé n'est pas la République. N'est pas d'accord avec Faure Gnassingbé. Quand on organise quelque chose et qu'il est là, qu'ils n'iront pas, c'est leur choix. Mais peut-être que si, par hasard, il devient de toute façon président de la République, on verra si tous leurs opposants de tout répondront à leur invitation. Tout simplement. Mais tout simplement. De toute façon, comment voulez-vous? C'est quand on était au CST, il y avait une discipline de groupe. Mais c'est arrivé. Personne n'y va. Mais je me soumettais. Pour ne pas être en rupture de banc avec mon groupe. Mais je ne suis pas dans le CST. Je suis ancien Premier ministre de l'Intérieur. Je suis ancien Premier ministre de la République. Ancien président de l'Assemblée nationale. Et vous voulez que si on organise des fêtes officielles, martyrs de quelque chose, journée de martyrs, ceux qui ont donné leur vie pour le pays, ou journée du monde de la fête de l'indépendance, que je n'y sois pas. Ou que lorsque donc, par exemple, je prends les 3 sommets
sommet sur, comment je Sécurité dirais, maritime. sécurité maritime, oui, parce que de tout, j'ai une expertise dans la matière. Je fus sollicité, j'ai livré de ce que je sais. Vous savez, on fait la politique pourquoi? Pour rendre les gens heureux, pour améliorer les conditions de vie des gens. Et donc, nous verrons comment ça va se passer. On est dans le combat. Nous verrons, il y a les législatives, il y a les locales, il y a les présidentielles. Les gens recherchent la cadence. On verra si de toute façon c'est eux qui vont l'incarner ou d'autres. Est-ce qu'il y a de l'espoir, je dirais, pour les Togolais au niveau de leur vie sociale aujourd'hui? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Il faut que toute la classe politique se ressaisisse. Toute la classe, et la majorité, et l'opposition. Tout dépend de la politique finalement? Pardon? Tout dépend de la politique pour que les Togolais se vivent mieux, se sentent à l'aise. Mais de toute façon, il y a un gouvernement central qui comment dire, gouverne la vie de la nation. En fonction des politiques publiques déclinées, vous verrez les gens heureux, vous verrez les gens peut-être malheureux. Vous venez de lire tout à l'heure là, dans une des presses que les enseignants du monde sont désormais le statut particulier. Je pense que la paix va revenir dans ce secteur. Je pense que les enseignants, bon, avec le minimum qu'ils ont eu, ils vont s'engager à transmettre, comment dire, une formation de qualité aux futures élites. Donc, s'il y a la paix là-bas, je pense quand même que donc, il y a d'autres domaines également où les politiques publiques agissent. Qu'est-ce que vous réalisez par rapport à la dernière hausse des prix des produits pétroliers? Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. C'est-à-dire que, quelles que soient les contraintes internationales, je ne pense pas que ce soit une bonne chose parce que ça va obérer encore le pouvoir d'achat des Togolais. Je souhaite que de toute façon, que cela n'entraîne pas une cascade de hausse de prix de toute façon des autres denrées. Comment est-ce que vous gérez ça quand vous étiez aux affaires? Vous savez, quand nous étions aux affaires, de toute façon, nous avons un matelas. Et au fur et à mesure, du moins que nous voyons que la situation économique de toute façon n'est pas bonne, et quand nous augmentons, ça peut poser un problème, on fait jouer le matelas de toute façon de réserve. C'est-à-dire que l'État encaisse, l'État paye la différence à la place des consommateurs. Vous subventionnez? Oui, disons-le comme ça. Mais bon, je ne connais pas la politique tarifaire donc, pour les produits pétroliers avec donc, le nouveau gouvernement, ou en tout cas le nouveau régime, donc je ne peux pas en parler. Mais dans le temps, d'ici la situation est difficile, on voit que de toute façon, les populations sont inquiètes, nous subventionnons une partie. Je repose la question, est-ce qu'il y a de l'espoir pour ce peuple? Moi, de tout temps, je suis de nature optimiste et je sais que nous, les Togolais, ont rendez-vous du moins avec une vie heureuse, une vie harmonieuse, où en tout cas la fraternité sera davantage renforcée et la solidarité, la chose la mieux partagée. Est-ce que vous avez ce sentiment véritablement quand vous sillonnez ce pays, vous rencontrez vos frères au village par exemple, qu'ils ont de l'espoir? Après le calvaire, il y a la lumière. Ils sont de toute façon dans Non, dans la philosophie. Je ne fais pas de la philosophie parce que je suis persuadé quand j'analyse le potentiel de ce pays, quand j'analyse donc toutes les crises que nous avons connues et que le Togo du monde reste encore debout jusqu'à ce jour, parce qu'en tout cas ce qui se passe là c'est rien par rapport à ce qui s'est passé dans les années 90. Je me dis, ce pays de toute façon est béni et que l'avenir de toute façon ne doit pas nous inquiéter. Mais je dis bien que nous devons nous ressaisir, aussi bien le gouvernement que du moins sur l'ensemble de la classe politique. Très bien. Nous allons marquer une pause et on revient tout à l'heure pour évoquer la question liée donc aux recommandations de la CEDEAO. Vous comprendrez qu'il y a quand même des analyses, des propositions qui sont faites aujourd'hui au niveau de l'OBU. Il y a quand même des séries de propositions pour qu'on puisse quand même s'entendre sur l'essentiel et sortir le Togo quand même de cette crise définitivement. On va revenir là-dessus après la pause publicitaire. Retour en studio avec notre invité ce matin, c'est M. Gabriel Agboyome Kodjo, le président national de l'Organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire. OBU qui a sorti il y a 2 jours un communiqué finalement qui appelle à un sursaut patriotique. Agboyome Kodjo, pourquoi est-ce que vous appelez à un sursaut patriotique aujourd'hui? Parce que vous craignez qu'on retombe dans la situation hantée? Je crois que de toute façon, on est sur le chemin. À moins que donc les postures affichées donc, par
nos différents protagonistes donc, sont, je ne sais pas, sont hypocrites, mais sinon de toute façon, on tend vers là. À supposer que nos amis de l'opposition ne regagnent pas la CENI et qu'on conduit l'opérateur jusqu'au bout, et qu'on va aux élections dans le sens, la crise est encore là. Et c'est pour ça que la feuille de route de la CEDEAO a été accueillie de façon mitigée par le peuple togolais. En fait, de façon mitigée parce que nos amis du C14 avaient promis que bon, on reviendrait à la C92 et qu'on obtiendrait du moins soit le départ donc, de Fonya Singbe ou à tout le moins de toute façon aller vers un gouvernement de transition pour préparer son départ. En 2020. En 2020. Mais tous ces éléments-là ne sont pas contenus dans la feuille de route. Et c'est ça donc, qui a traduit, en tout cas, une certaine déception lorsque nous rencontrons dans les gens, que nous échangeons avec eux, comment vous voyez la feuille de route. Voilà, les gens sont déçus. Ok. Mais maintenant, cette feuille de route comporte un certain nombre d'éléments. Pour nous, qui malheureusement avons connu l'univers carcéral, donc innocemment, nous savons ce que c'est que la prison. Ceux qu'on a arrêtés pendant les manifestations, C14 et le pouvoir doivent trouver les voies et moyens. Il faut qu'on libère tous ceux qui sont emprisonnés, y compris les jeunes de Lubweki. En tout cas, moi, je n'ai pas la nomenclature donc, de tout ce qu'on a arrêté, mais je dis, tous ceux qui sont arrêtés en lien, du moins avec les manifestations organisées par le C14, il faut les libérer. Parce qu'il n'y a pas que seulement qui sont en prison. Leurs familles aussi, d'une manière ou d'une autre, sont en prison. Pourquoi? Ils subissent le coup. Ils subissent le coup parce qu'ils sont, ces familles-là sont privées de liberté. Le matin, il faut du moins amener à manger à midi, le soir, les médicaments. Et vous ne savez pas l'état social ou les conditions sociales dans lesquelles vivent ces populations. Dans un souci de décrispation politique, il faudrait que, à la fois, le pouvoir et nos amis du C14 s'organisent, du moins débattent pour obtenir rapidement la libération. Mais pourquoi est-ce que ça traîne? Puisque la conférence d'État des chefs d'État de la CEDEAO a été claire là-dessus. Poursuivons les mesures d'apaisement. Poursuivez, messieurs, les mesures d'apaisement. Ça, c'est une proposition que vous aviez faite. On a commencé, on a libéré, je crois, 6. Mais il appartient, de toute façon, je suppose que c'est des militants du C14. Donc, il leur appartient, de toute façon, de dire, je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas tout ce qu'ils font qui mettent sur la place publique. Peut-être qu'ils mettent la pression. Donc, moi, je lance encore ce matin un appel donc, au gouvernement et également à C14 d'œuvrer de concert pour que ceux qui sont privés de liberté dans le cas de la manifestation puissent retrouver leur liberté. Alors, par rapport donc finalement à et ça, c'est le point. C'est le premier point que vous proposez. Oui, le plus important. Carrément. Non, je dis, la liberté n'a pas de prix. Et que je propose, ou nous souhaitons, que ces gens-là puissent, en tout cas, s'ils rentrent en négociation, trouver les voies et moyens de l'obtenir de toute façon la liberté. Alors, vous, que faites-vous pour que ces gens-là soient libérés, en dehors des communiqués que vous avez sortis par exemple? Je ne les dirai pas ici parce que nous agissons. Nous travaillons beaucoup. Quand ils faisaient le dialogue, ce que nous faisions, nous ne pouvons pas vous dire. Vous aussi, vous travaillez à l'époque. Mais on travaille beaucoup. Vous pensez que la politique, c'est dans les communiqués là, ou du moins dans les marches? Non. Nous prenons des contacts, nous discutons. Nous jouons donc de la diplomatie d'influence pour que, que les choses s'améliorent dans le pays. Ça, c'est évident. Si je rencontre, par exemple... Pardon? Est-ce que ça avance? Peut-être pas au rythme que nous aurions aimé, mais d'une manière ou d'une autre, je ne peux pas dire que nous sommes dans l'immobilisme. Même si les résultats ne sont pas encore apparents, il n'en demeure pas moins que de tout temps, nous avons une écoute. Alors, on a remarqué quand même qu'au lendemain de la proposition de sortie de crise de la CEDEAO, il y a quand même des divergences encore sur certains points, surtout au niveau de la C14 où on n'est pas d'accord. On a même fait des propositions, un mémorandum qu'on a adressé à la CEDEAO. Aujourd'hui, au niveau d'OBI, vous revenez avec des propositions, une méthodologie
pour qu'on puisse quand même arriver à vider Le contentieux. oui, le contentieux. C'est- Le premier point, c'est qu'on libère tous les détenus politiques. Mais vous ne pensez pas, je crois que nous, c'est la même. C'est oui. Je n'ai pas dit tous les détenus politiques, hein, parce que là, alors je n'ai pas dit tous les détenus politiques. Ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de manifestations organisées. On parle d'eux. Oui, on parle d'eux, mais il y a d'autres détenus politiques aussi, peut-être. Je ne sais pas. Parce que quand tu parles des détenus politiques, je crois que dans l'opinion, il faut augmenter le périmètre. Donc, je ne veux pas évoquer d'autres problèmes ici. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, comment rendre efficace l'utilisation de la feuille de route pour donc libérer les Togolais, libérer tous les sages géniques qui sont mis aujourd'hui, pour que nous rentrions, si vous voulez, dans une société normale. Quels sont les autres éléments que vous abordez dans votre message pour qu'on puisse finalement vider les éléments contenus dans la... Il faut aller à l'Assemblée nationale. Il faut aller à l'Assemblée nationale pour faire quoi? Je crois quand même que les réformes constitutionnelles sont claires. À moins que le gouvernement veuille élargir le champ des réformes. Mais les deux réformes phares, du moins dans la Constitution, c'est limiter le mandat à 2 et aller, du moins, sans un scrutin majoritaire à 2 tours pour l'élection présidentielle. Toujours au niveau de l'Assemblée nationale, lorsque on aura franchi cette étape-là, il faut de moins on revoit le cadre électoral. Regardez le cadre électoral aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils mettent donc tous les éléments qui peuvent garantir, si vous voulez, la sécurité du scrutin pour le rendre sincère et crédible. Mais il ne faut pas oublier que les gens posent le problème de découpage électoral. Moi, j'ai lu la tribune... Ce qui n'est pas réel. Oui, pardon. J'ai lu la tribune de Jerry hier, qu'en fait, qu'aux dernières élections législatives, le nombre de suffrages exprimés donc, sur sa liste donc, est plus élevé du moins que celui exprimé sur certains candidats qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc il y a le problème de découpage électoral. Du moins, qu'il y a un problème de toute façon, on ne peut pas le nier. Le problème réel pour que, je prends par exemple donc, le Grand Lomé, que le nombre de députés soit conséquent par rapport à la population. Je prends rien que le Grand Lomé. On peut intervenir également dans d'autres endroits, mais je prends rien que le Grand Lomé, puisque de toute façon, dans le Grand Lomé, il y a un problème que tout le monde doit constater. Au lieu de limiter ça à 10, peut-être que... Et ça fait partie des négociations. Donc, ça, on doit le faire. Comment on transmet les résultats pour que du moins, ce que donc, les gens disent du moins, soit conforme à ce que du moins, la CENI doit dire. Je le dis parce que nous avons eu des difficultés il n'y a pas très longtemps, donc dans la proclamation des résultats. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui pour sécuriser les résultats et éviter d'un lendemain post-électoraux difficile, c'est tout cela que nous proposons. Aussi, au niveau de l'Assemblée nationale, regardez également donc, la composition des choses, comment je dirais, la recomposition de la Cour constitutionnelle. Donc, voilà tout ce que nous pensons comme étant un agenda chargé, et au lieu de toute façon au lieu de dire on n'est pas d'accord, il faut que le facilitateur vienne. Les facilitateurs aussi, ils ont des responsabilités dans leur pays respectif. Et donc, il ne peut pas être à notre disposition tout le temps. Ce que nous pouvons faire de manière endogène entre nous, engageons-le et faisons-le. Et qui amorce les choses, sincèrement? Moi, je pense que c'est le gouvernement qui a l'initiative. Pourquoi est-ce que ça n'avance pas sur ce coup? Quand on demande, par exemple, à ce qu'on fasse la recomposition de la Cour constitutionnelle, on ne va pas demander la C14 de le faire quand même. Non, ce n'est pas la C14 qui a la manœuvre. C'est pour ça que, si vous avez bien lu le communiqué, on a dit faire introduire à l'Assemblée nationale un projet de loi modificative, mais adopté préalablement par le Conseil des ministres. Ça veut dire que la responsabilité est là, que celui qui doit être à la manœuvre, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui annonce, voilà le type de réforme que j'envoie à l'Assemblée. Ça peut faire l'objet de débats. Ok, il modifie en fonction peut-être des opinions. Ils adoptent ce projet à l'Assemblée nationale, au Conseil des ministres, et on fait une transmission à l'Assemblée nationale. Si vous ne créez pas le consensus, en tout cas au niveau de l'Assemblée nationale, je ne vois pas comment vous allez réussir, à faire donc les modifications nécessaires. Oui, les modifications nécessaires. Mais le problème également qu'il faut retenir, si on ne fait pas les réformes, demain il y a l'élection, on va aller encore un tour. Et je crois que de toute façon, si on ne fait pas attention, on est sur le chemin. Je reprends. Si la division perdure et que les réformes n'intervenaient pas avant la fin du mandat du président de la République, nous aurons
à organiser des élections sur la base des textes en vigueur, notamment dans le scrutin présidentiel, c'est le scrutin uninominal à un tour. Et donc, je crois quand même que tous ces problèmes-là, il va falloir de mon compte qu'on s'asseye, qu'on regarde la feuille de route, qu'il y ait une indication qu'on peut améliorer. Mais essayons de toute façon de réaliser tout ce qu'il y a sur cette feuille de route. Et ensuite, exigeons peut-être qu'il y a d'autres aspects que nous devons voir avant d'aller aux élections. Alors aujourd'hui, la question aussi à ce niveau, est-ce qu'on fait les réformes avant d'aller aux élections ou on va aux élections législatives, on revient faire les réformes? Non, je ne pense pas. Je crois quand même que si nous voulons être sérieux, il faut faire les réformes avant d'aller aux élections. Pourquoi de toute façon attendre, comment je dirais, une nouvelle législature du moins avant de faire les réformes? Pourquoi? À supposer du moins que dans ce qui se joue donc au niveau de la CENI, Oui. ok, C14 boycott du monde des élections, et puis bon, ok, on remplit UNIS, là, les 4/5e au niveau de l'Assemblée nationale, donc UNI va faire les réformes, quelle est la crédibilité de ces réformes-là? Il faut faire les réformes maintenant, avant d'aller aux élections. En tout cas, c'est notre point de vue. Eh bien, la CENI continue quand même son travail. Vous savez, On fonce vers les élections. non, je ne suis pas naïf. Des membres de C14 se préparent pour aller aux élections. Et donc, ils ont leur place réservée. Ils ont leur place réservée au niveau de la CENI. Les 4 places réservées pour eux se trouvent à la CENI. Demain, ils désignent les gens, ils vont y aller. Mais maintenant, à supposer qu'ils ne viennent pas avant de toute façon le recensement général, mais ils vont faire, la CENI va faire le recensement. Maintenant, pour vous mettre d'accord, on fait venir des organismes internationaux donc pour auditer la crédibilité de notre... Si ces organismes disent que non, que l'audit est crédible, que l'audit du fichier est crédible, vous êtes obligé de marcher là-dessus. Ça s'est passé au Mali, l'OIF est venu auditer le fichier. Oui, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour vous, à Obu, il faut faire les réformes avant d'aller aux élections. Non, aujourd'hui, fondamentalement. Aujourd'hui, il n'y a pas les réformes, mais on est en train d'aller aux élections législatives. Non, j'ai tout un sens, bon, les élections législatives, c'est pour demain. Pour l'heure. Donc, on ne peut pas laisser... Pour les législatives, il n'y a pas de problème. On peut quand même y aller sans réforme. Je ne dis jamais ça. Je ne peux jamais dire ça. Je dis pour l'heure. Je dis pour l'heure. La CENI travaille et nos amis donc de C14 ont leur place donc dans la CENI et je dis bien que de toute façon sur le terrain. Parlons plutôt de l'opposition parlementaire. L'opposition parlementaire c'est plus de toute façon, c'est plus précis. Oui, de l'opposition parlementaire. Donc ils ont leur place au niveau de la CENI et que le moment venu ils iront puisque quand nous allons sur le terrain, nous les rencontrons. Vous êtes à la CENI? Pardon? Vous êtes à la CENI déjà? Oui, non, au but à la CENI. Et de toute façon, nous sommes bien installés. Tout se passe bien pour vous à la CENI? Tout se passe bien pour nous. Nous, on n'a pas nos places garanties. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Vous savez, pour certaines manifestations, il y a une place réservée donc, pour Eric Gâteau. Qui viennent en retard ou pas, la place l'attend. Nous n'avons pas de place garantie. Les partis extra-parlementaires sont nombreux. Bien sûr. Il a fallu de toute façon, oui, qu'on vote pour nous choisir. En 2010, nous étions désignés pour y aller. Mais au niveau donc de l'opposition, on s'est dit que non, il y a un informaticien émérite qui peut être plus utile que si nous sommes là, on l'a mis, et puis après on a retourné, il a fait autre chose. Et donc, cette fois-ci, personne, je dis bien, personne ne peut contester la présence en tant que parti extra-parlementaire de Obu dans cette CENI. Alors, les gens nous demandent, alors que si vous voulez rendre service donc au peuple, il faut de tout nous donner... Et pourquoi est-ce que vous ne quittez pas la CENI aujourd'hui pour pouvoir paralyser les choses? Vous voulez... Et forcer le gouvernement à faire les réformes avant les législatives? C'est ça. Nous, Obu va se singulariser toute sa vie de toute façon par, comment je dirais, des gens du monde, comment on leur confie une responsabilité, ils démissionnent. Si nous démissionnons aujourd'hui, vous nous garantissez que demain nous serons là. Si nous avons du monde, nous allons aux élections législatives. Vous ne voulez pas que nous aussi nous ayons des gens dans le bureau de vote? Oui, nous voulons avoir des gens dans le bureau de vote. Quel est votre objectif finalement de Yomi Kodjo? C'est-à-dire? L'objectif de Obu, c'est quoi? Servir de caution? Servir de caution à qui? Au pouvoir de Farid Gnassingbé, par exemple. Nous sommes dans l'opposition, nous rivalisons, nous aussi de toute façon, nous voulons occuper la place de Farid Gnassingbé. C'est clair? Quand on crée un parti politique, on se lance dans le combat pour gagner le pouvoir et développer, si vous voulez, son idéologie. Et donc, vous voulez demander que je cautionne.
Je pose juste des questions. Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a une bataille à mener, pourquoi est-ce que l'opposition, vous ne vous battez pas ensemble? Mais une seconde. Qui a refusé de toute façon de qu'on soit ensemble? Nous avons fait un projet. Comment le dialogue doit être structuré? Qui a posé comment je dirais, qui a posé le diktat en disant que non, si nous voulons aller à ce dialogue-là, qu'on aille s'inscrire sur la liste de toute façon de l'UNI. Je dis, je ne suis pas d'UNI. Je ne suis pas d'UNI, je ne vois pas pourquoi je vais être sur la liste d'UNI. Si je fais de mon comment je dirais, à ce dialogue-là, avec l'étiquette d'UNI, quel message je vais donner de mon mes militants après? Que c'est le temps de mon dialogue? Il faut être sérieux. Qui a refusé? Je dis bien que, nous avons eu de tout temps des déconvenues inacceptables au sein du CST. On a usurpé, confisqué nos voix. Et puis quand j'ai crié au niveau de Yoto qu'on a volé de toute façon mon siège, aucun membre du CST n'a levé le petit doigt à l'époque pour dire il a raison. Alors vous voulez de toute façon que je continue? Je vous ai dit que le ministre Samo Korto nous a dit, paix à son âme, que les testicules d'un aveugle, on ne les piétine pas 2 fois. Je n'ai rien de toute façon contre qui que ce soit de tout au sein du C14. J'ai des relations solides avec des gens dedans. J'ai même de la famille dans ce groupe-là. Et je dis bien, le Togolais, c'est que si ce n'est pas moi, il ne faudrait pas que ce soit l'autre. Et nous faisons la politique du monde du jeu ensemble. Si ce n'est pas moi, ce ne serait pas l'autre. Et donc, on ne peut pas m'exclure. Ce n'est pas que c'est nous qui nous excluons. Mais je crois quand même que... Mais aujourd'hui, vous n'êtes quand même pas prêt, en tout cas au niveau de l'ONU, à vous associer à quelque parti que ce soit encore. Non, pour aller... Vous ne voulez plus répéter l'expérience de 2013. Non, le 2013, de nous, si on était seul, on aura 2 ou 3. Si nous étions partis seuls, nous aussi nous serions représentés à l'Assemblée nationale. Vous n'êtes plus prêt pour quelque alliance que ce soit? De toute façon, il faudrait que ce soit une alliance solide. Si toute l'opposition, tous ceux qui reconnaissent dans l'opposition, tous ceux qui reconnaissent dans l'opposition, veulent faire une liste unique pour aller aux élections, j'ai dit tout le monde, il ne faudrait pas que, qu'il y ait des divisions. On fait une seule liste, comme je l'avais proposé en 2013. Ah oui, nous serons prêts à y aller. Parce que, je dis, la division de l'opposition ne fait que le lit de l'UNI. Est-ce que vous ne contribuez pas en restant toujours à la CENI? Je vais vous dire, la CENI, donc, nous ne pouvons pas sortir. Je répète, que pour rien au monde, nous ne démissionnerons pas de la CENI. Ceux qui nous demandent cela, qui nous donnent la garantie que quand ils vont recomposer la CENI, ils nous donneront une place. Nous, on ne mérite pas une place au niveau de la CENI. Allons-y. Nous ne méritons pas une place au niveau de la CENI. Il faut avoir quel diplôme pour aller à la CENI? Le parti doit avoir quelle capacité pour aller à la CENI? Il faut qu'il soit à l'Assemblée. C'est des règles que nous respectons. Mais on peut changer ces règles-là. Parce que je ne vois pas pourquoi. Éric Gâteau et moi, nous sommes candidats à l'élection présidentielle. Parce que toi, tu as des députés à l'Assemblée nationale, tu auras des gens dans les bureaux de vote, et que moi, je n'aurai que des représentants. Je dis, c'est des règles que nous respectons aujourd'hui. Demain, on peut les changer. Moi aussi, Obi aussi, veut avoir des représentants. Est-ce que finalement, la bataille politique dans le pays n'est pas devenue une bataille d'intérêt? Oui, non, d'intérêt. Il y a une question d'ego. Et c'est ce que je disais la dernière fois. Tout le monde veut être président de la République. Tout le monde veut être président de la République. C'est pour ça que vous avez créé vos formations politiques. Mais une seconde. Quand on crée une formation politique, on part à la conquête du pouvoir. Oui. Mais chercher à vouloir être président. Mais non, c'est-à-dire que le pouvoir, ça commence pas forcément par la présidence. Tu peux du monde gagner quelques municipalités, et puis au fur et à mesure, tu peux avoir quelques députés, et si tu as le soutien nécessaire, et que tu penses que tu as les canons, tu peux du monde postuler, du monde ça devenir président de la République. Pourquoi pas? Parce que quel est le problème? Chacun veut marquer son temps. Chacun veut marquer la société. Chacun veut que demain, quand il ne sera pas là, on dise qu'il a réalisé ça, il a réalisé ça. Parce que d'une manière ou d'une autre, quand tu parles de questions d'intérêt, je crois quand même que nous pouvons faire une petite analyse. Intérêt, c'est-à-dire que accumuler, tu partiras. Accumuler, et peut-être tu vas partir, et ça va diviser tes enfants de toute façon, la postérité. Ce qu'il faut laisser, il faut bien éduquer les enfants, bien les former, leur montrer le goût de l'effort, le goût du sacrifice. Et tout service de l'autre. Partager. Vous accumulez pourquoi?
Et donc, on veut servir. On veut servir. Si je pense que je suis plus habile que toi à servir, par exemple, parce que tout le temps les gens évoquent le port. Oui, pourquoi de tout temps tu veux aller là-bas? Si tu penses que j'ai plus d'expertise que toi dans tel domaine, laisse-moi aller. Je vais le faire dans l'intérêt de tout le monde. Mais je dis bien ceux qui pensent que c'est intérêt, il faut accumuler, il faut ceci. Je dis, ils se trompent de chemin, ils se trompent du sens de la vie. Il faut marquer sa génération. Marquer sa génération ne veut pas dire accumulation. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'intérêt dans la politique togolaise aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas finalement de business que les partis politiques font au dos du peuple? Guillaume Kodjo. La question est profonde. Et c'est difficile de donner une réponse précise. Parce que de tout temps, depuis la nuit des temps, en général également. Non, j'ai dit depuis la nuit des temps, en tenant compte de ma propre expérience, de mon vécu, de ce que j'ai vu, d'une manière ou d'une autre, les leaders de la classe politique togolaise doivent s'entendre et privilégier uniquement les intérêts de toute façon des Togolais. C'est ce genre de calcul un peu partisan qui font que donc nous avons du retard. Moi je dis nous avons eu du retard par rapport à certains pays qui étaient très derrière nous avant. Nous avons eu du retard. En dépit des efforts qui ont été faits ces dernières années, j'avoue et j'affirme et j'assume que nous avons accusé beaucoup de retard. Mais maintenant, nous allons toujours rester dans la politique politicienne. Non, je ne vais pas faire ce type de temps. Alors qu'en dernier minute, vous allez voir, ils sont tous encore de tout à l'heure occuper leur plan pour aller. Je dis, il faut arrêter ça. Pour arrêter cela, libérer rapidement les gens. Prenons le chemin de l'Assemblée nationale pour aller faire les réformes nécessaires qui doivent se faire par voie parlementaire. Allons ensemble de nous faire donc, comment je dirais, la révision des listes électorales, parce qu'en fait, tous les partis politiques ont le devoir d'aller sur le terrain pour sensibiliser leurs partisans, aller s'inscrire donc sur les listes électorales. Faisons-le de manière plus propre, de manière plus orthodoxe, et éviter de montrer que certaines préfectures-là vont voir leur effectif donc augmenter de 60%, 70%, et vivre pur jour. Est-ce qu'il n'y a pas de chance que nous vivons la même chose si nous avons cette CENI qui travaille? Oui, le risque pour moi, c'est de laisser de toute façon la CENI dans sa composition actuelle poursuivre seule les travaux préparatoires dans les prochaines élections. Il urge, à mon avis. Y compris vos membres, vos représentants. Pardon? Y compris vos représentants. Non, les partis extra-parlementaires ne posent pas, c'est l'opposition parlementaire. Je vais vous dire. Vous n'avez pas de voix? Pardon? Vous n'avez pas de voix à la CENI? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, hein, ce n'est pas la présence de partis extra-parlementaires au sein de la CENI qui pose problème. C'est l'absence plutôt des représentants donc, de l'opposition parlementaire qui se pose problème. Et moi, je conseillerais de toute façon mes amis de l'opposition parlementaire d'envoyer rapidement leurs éléments. C'est-à-dire que laisser unir seuls sur le terrain. Allez faire le recensement. Quand je dis unir seul, de toute façon, parce que c'est une machine, donc Obu ne prétend pas avoir le même poids donc, sur le terrain que uni. Vous pouvez faire la veille. Pardon? Vous pouvez faire la veille. En attendant. Non, une seconde. Non. Oui, non. Quand il dit sur le terrain, c'est-à-dire que aller dans toutes les circonscriptions du monde, aller dans toutes les préfectures, veiller à ce que donc le recensement se passe dans les meilleures conditions. Je dis bien que non pas de tout ce poids-là. Parce que c'est une question de moyens financiers aussi. Il faut déployer les gens sur le terrain. Donc, s'ils viennent, nous serons plus nombreux de toute façon à faire ce travail de veille, à surveiller. Parce qu'il y a des ratios. On sait de Lomé à Blita, combien d'électeurs il y a, de Blita à 5AC, on connaît. Mais de toute façon, quand ce ratio-là varie brutalement, on sait aussi de toute façon que certainement qu'il y a des fantômes de monstres qui, en tout cas, ont trouvé leur place dans le fichier. Monsieur le Président, merci beaucoup. On va marquer notre dernière pause. On se retrouve dans moins de 2 minutes pour la suite de Taxi Presse. Retour en studio avec notre invité Gabriel Messin Guillaume Kodjo, le président de Obu. Guillaume Kodjo, tel que les choses se passent aujourd'hui, ce tiraillement entre le pouvoir de Faure Gnassingbé
et la coalition de 14 partis politiques qui ne décolèrent toujours pas. La CENI qui travaille, on appelle à l'arrêt de ce travail-là. Dans l'opinion, on sent que sur le plan social, économique, ça ne va toujours pas. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on retombe dans la situation antérieure? Non, il faut travailler et prier pour que, en tout cas, qu'il n'y ait plus de, en tout cas, de mouvements de rue qui paralyseraient donc l'économie et aggraveraient les conditions sociales de nos populations. Et c'est en cela que nous appelons à un sursaut patriotique que le gouvernement et le secrétaire. Mais je crois que les représentants des facilitateurs peut-être vont venir. Mais en fait, c'est pas la date que l'opposition annonce là. Oui, non. Ils vont venir, je pense. Compte tenu de l'ampleur de la situation, ils vont venir. En tout cas, peut-être au plus tard à la mi-septembre. Oui, mi-septembre, mais pour faire quoi véritablement, puisque visiblement on est en retard par rapport à l'échéance du 20 décembre. Oui, il n'y a pas de problème. L'impossible, il est tenu. S'ils n'ont pas réalisé donc toutes les tâches qu'il faut pour des élections propres et transparentes, je pense même que les partis, la classe politique va décider peut-être de se donner 1-2 semaines ou un mois pour y aller. Mais d'une manière ou d'une autre, moi je crois quand même que c'est un devoir, une obligation même pour le gouvernement de chercher de toute façon à lancer le processus électoral parce que la législature passée est terminée, même si les dispositions constitutionnelles donc, autorisent son maintien jusqu'à l'entrée de la nouvelle législature. Donc c'est une obligation, je dirais, constitutionnelle pour le pouvoir de dire on ne peut pas faire du dilatoire donc sur la préparation des élections. Je rappelle aussi que c'est avec la même CENI que nous avons été aux dernières élections présidentielles. S'il y a du nouveau, ça se discute. Moi, à la limite de toute façon, si j'étais dans C14 et nous avons cette CENI, j'aurais pu demander que de tout temps, RPT ou UNI, c'est vous qui assurez la présidence. Cette fois-ci, donnez-nous l'occasion aussi de toute façon de pouvoir assurer la présidence puisque nous faisons le travail collégialement. Et donc, ça peut se négocier. Comment est-ce qu'on peut négocier ça si on a toujours occupé ce poste pour gagner les élections? Est-ce qu'on peut Non, ce n'est pas ce poste-là qu'on occupe pour gagner les élections. On gagne les élections. Non, on gagne les élections avec les suffrages exprimés, donc pas les électeurs. Et donc, moi je pense, c'est ça, non? Dans le principe, c'est les électeurs qui élisent. Ce n'est pas le président de la CENI du monde qui élit le président. Et donc, j'ai dit, si ces principes que j'évoque sont vérifiés, sont exacts, sont partagés par tout le monde, comme mettre de toute façon un président de la CENI, donc de l'opposition ou du pouvoir, pour moi, de toute façon, c'est la même chose. Ou peut-être demain, on mettra dans ce nouveau code électoral que pour telle législature, si c'est uni du monde qui assure du monde la présidence, et celle qui arrive là, il faut donner à l'opposition. Et là, il faut fixer les règles. Comme ça évite de toute façon un certain nombre de pratiques. Vous irez aux élections? Au but ira à toutes les élections. Même si les conditions ne sont pas réunies pour y aller. Les conditions sont réunies le moment venu. Et je pense qu'il appartient à ceux qui ont négocié au nom de l'ensemble de l'opposition d'œuvrer à ce que nous ayons les bonnes conditions. Nous, pour notre part, ce que nous devons faire, nous le faisons déjà. Nous allons peut-être l'amplifier dans les semaines à venir pour que donc nous puissions avoir donc des conditions idéales donc, pour que chacun puisse s'exprimer et que nos électeurs puissent s'exprimer et que les suffrages exprimés par chaque candidat soient ceux-là qui seront donc par la CENI. C'est-à-dire que quand le principe d'un électeur une voix n'est pas rempli, vous participerez à l'élection. J'évoque un souhait, j'exprime un souhait. Et ça, de toute façon, je crois que c'est l'obligation qu'a toute formation politique d'aller sur le terrain. Notre dernière participation à une joute électorale, c'était en 2013, mais nous étions donc sur une manière collective. Oui. Ok, donc nous disons que les élections législatives de 2018, de toute façon, Obu sera présent. Si demain vous annoncez également les locales, nous serons présents. Si demain, après-demain, vous annoncez les présidentielles, si le parti le décide, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2015, nous avions été investis
Mais c'est compte tenu de la division de l'opposition, de montre que nous n'avons pas de toute façon, en tout cas, validé cette candidature. Donc on verra. Mais d'une manière ou d'une autre, un parti politique, il faut qu'on ait aux élections pour mesurer, ne pas mobiliser de toute façon nos militants. Sinon le parti va mourir si on va pas aux élections. Mais je ne dis pas que nous irons du moins à ces élections, c'est-à-dire à n'importe quelle condition. Il faut que les choses se fassent. En même temps, vous ne pouvez pas être à la CENI mais pas aller aux élections. Vous ne connaissez pas de partis qui sont à la CENI et qui n'ont jamais été aux élections? Vous voulez que je vous donne le nom de ce parti ou le nom de ces partis? Allez-y. Il n'est pas de mon devoir de le faire, vous êtes journaliste. Bébé Kodjo refusé d'aller aux législatives, sont partis à la CENI. Vous travaillez pour qui alors? Pour les autres? Je n'ai pas. Ça veut dire que vous me faites dire, vous me faites dire ce que le monde. Je ne pense même pas. Je dis nous sommes à la CENI parce que je dis nous revendiquons notre présence dans les bureaux de vote. Nous revendiquons notre présence dans le bureau de vote. Nous voulons du moins qu'il y ait des membres au but, du moins dans les bureaux de vote. C'est la raison de notre présence là. Et j'affirme que nous irons à toutes les élections. Vous me posez de toutes façon les conditions, je dis, nous espérons que d'ici là, les conditions vont s'améliorer et que chaque parti, chaque candidat puisse exprimer, en tout cas librement, ses opinions et permettre également à ceux qui font confiance, en tout cas à leur formation politique, de porter le suffrage sur eux. Très bien. Je travaille au but. Et vous me connaissez, organisation pour bâtir dans l'Union Togo solidaire. Nous travaillons pour le pays. Est-ce qu'il y a la solidarité dans ce pays? Vous voulez que je vous dise la vérité? Rien que la vérité. Le pays n'avance pas parce que nous avons trop de haine dans nos cœurs les uns contre les autres. Et si nous voulons donc avancer, il faudra que nous purgeons nos cœurs. Que nous ayons donc, en tout cas, un peu plus d'humanité et d'amour dans nos cœurs vis-à-vis des autres. Un peu plus d'humanité, parce que il y a un certain nombre de choses qui me reviennent et je dis, mais un personnage comme Agbe ou Mekojo, aller défoncer les portes sur lui et dire que donc il a participé donc à l'incendie de choses, je dis, c'est manque d'humilité et puis manque de je sais pas comment je vais dire. Vous êtes toujours poursuivi par la justice togolaise? J'ai été mis hors d'état de cause. Il peut en être autrement. J'ai construit une partie de ce pays. Vous avez été blanchi? Trouvez-lui le nom que vous voulez, mais je ne suis pas dedans. Je n'ai jamais été dedans. La machine politique. J'ai envie de savoir si vous avez été humilié, comme vous le dites, pourquoi est-ce que vous ne portez pas plainte contre l'État ou la justice togolaise? Pourquoi voulez-vous que je sois pressé? Non, je vous pose juste une question. Non, attends, une seconde, regardez-moi bien. Pourquoi voulez-vous que je sois pressé? J'ai quitté ce pays. Vous avez prétendu de moi que j'ai détourné 10 milliards 100 millions. Vous avez lancé un mandat d'arrêt international. Vous avez envoyé une commission rogatoire, du moins auprès de l'État français. L'État français fait son travail. Et la conclusion, c'est que les autorités judiciaires françaises et les autorités bancaires françaises certifient qu'elles n'ont trouvé aucune trace de détournement de fonds publics sur les comptes d'Agbe Mekojo. Je suis revenu à la frontière ici, vous me reprenez pour les mêmes choses. C'est-à-dire que la justice togolaise prétend être plus efficace que la justice française, vous me déposez là. C'est dit dans la Constitution que si quelqu'un du moins victime d'une erreur judiciaire, il a la possibilité de faire ce que vous venez de dire. Mais pourquoi voulez-vous qu'ils soient pressés? Non, je demande juste. Non, attends une seconde. Si vous estimez que vous non, avez non, une seconde. Les contentieux. On a défoncé des portes sur moi. Oui, et on est venu, je me cherchais dans mon lit. Attends, je vais vous dire. Je dis bien, oui, je dormais avec nous. Je dormais avec beaucoup de gardes. Et que même la nuit, pour donc me soulager, j'étais obligé de prendre des bouteilles de viande. Je dis bien, oui, mais c'est des dossiers que je constitue. Je constitue des dossiers. Ce matin, vous le sortirez tous. Mais je dis, c'est écrit dans la Constitution, j'ai été victime d'une erreur judiciaire. Disons-le comme ça, pour ne pas dire d'une machinerie politique. Pour me retrouver dans Akara.
dans des conditions inhumaines. Le boulot a été déjà fait en France. La France a publié de mon son communiqué. Là, on envoyait un courrier. Et on arrête pour ça. Mieux. Un des grands magistrats dit à un de mes avocats, il n'a rien fait. C'est parce qu'il s'est rébellé de mon compte son chef qui l'aimait beaucoup, comme nous a demandé de le punir. Et vous voulez que je fasse quoi? Pour le moment, j'ai dit, je ne fais rien. Je réfléchis. Vous savez, c'est difficile d'avoir un statut de l'opposition dans ce pays. Très difficile. Et je dis bien, ne jetez pas trop d'anathème sur ceux qui luttent. Parce qu'ils peuvent faire autre chose. Ils veulent le bien de ce pays. Parfois, certains s'égarent. Oui, et nous avons le droit de les recadrer. Et certains s'égarent et certains s'imaginent de tout, donc ils ont la science infuse que personne ne peut le dire. Changer de trajectoire, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Mais sinon, c'est un métier difficile. Mais je demande au peuple togolais d'être patient. C'est vrai que c'est pénible, que c'est difficile pour vous le quotidien. Mais je suis persuadé que de toute façon, l'inspiration nécessaire descendra sur les uns et les autres afin que nous puissions donner à ce pays tout l'éclat, toute la flamboyance nécessaire dont il mérite. Ça fait au moins 4 ou 5 ans que je vous entends tenir le même langage. D'espoir. Eric, nous sommes proches. Proches de quoi? Nous sommes proches d'une solution heureuse pour l'ensemble des Togolais. Du départ de Faure Gnassingbé. Non, de départ de Faure Gnassingbé, je vais vous dire, je vous ai dit tout à l'heure qu'une alternance peut générer de toute façon des pires situations que celles de toute façon qu'on a combattues. C'est pas moi, mon combat numéro 1. C'est qu'on a amélioré la gouvernance. Il y a possibilité de faire mieux que ce qui se fait aujourd'hui. Il y a des Togolais extrêmement brillants, compétents et talentueux dans cette jeunesse émergente. Pourquoi est-ce que vous ne le dites pas à Faure Gnassingbé? Pardon? Pourquoi est-ce que vous ne le dites pas à Faure Gnassingbé? Qu'il y a une jeunesse d'améliorer la gouvernance. Hein? Est-ce que vous savez, à des rares occasions, quand je le vois, ce que je lui dis? Comment est-ce qu'on peut savoir si vous ne l'exprimez pas? Non, de toute façon, ce genre de relations, ce n'est pas des relations de comme sur la place publique. Parfait. Ce n'est pas des relations. Les relations, les échanges que vous faites avec un chef d'État ou avec un décideur qui peut influencer la vie des gens, on ne le met pas sur la place publique. Nous tous, nous aimons ce pays. Nous voulons de tout être regardés autrement. Nous voulons que le pays brille. Nous voulons que de toute façon, la différence que nous faisions depuis l'Antiquité, que cette différence-là se fasse également par rapport à nos voisins. À cet intérieur, vous retournez au port de l'Homme de Lomé qui est aujourd'hui prestataire, selon ce que la presse écrit quotidiennement. Je ne retournerai plus à ce poste. Mais je peux éclairer de moi celui qu'on me mettra là. Je peux même faire des missions avec lui pour aller lui montrer quelque chose. Mais je ne serai plus directeur général. Il me semble que vous avez fait un travail formidable lorsque vous étiez au port. Oui, oui, c'est un travail collectif. Il faut avoir une vision. Il faut avoir une vision. Mais je dis bien, je ne retournerai plus au port autonome de Lomé. Même si le chef d'État vous le demande. Non, même il me demande ça, il veut dire que c'est utile, c'est stratégique. Il n'a qu'à mettre quelqu'un ou je lui propose quelqu'un qui mettra là-bas. Et que moi, je serai la lumière qui va lui éclairer le chemin. Vous vous préparez pour être président de la République plutôt? Si Dieu me donne l'occasion de tourner, ça avec fierté que moi je l'assumerai. Dans le sentiment que vous n'entendez que ça. Vous n'entendez que être président de la République. Vous ne pouvez pas faire autre chose. Comment vous pouvez, de toute façon, dire de manière péremptoire que moi je n'attends que ça? Monsieur Erigato, si vous avez eu la chance d'avoir le canon de toute façon donc, qui ponctue, si vous voulez, mon parcours, c'est pas seulement ce raison le matin de mon que vous y conservez. Chaque mouvement respiratoire, de tout, vous rappellerez de toute cette obligation que vous devez assumer avant de partir. C'est ce qui vous arrive? Je ne le sais pas, mais Dieu m'a donné la seule certitude que j'ai. C'est que les gens pensent que le monde est une jungle. On dit jungle, non? Oui. La jungle, oui. Mais tout est préparé d'avance. Tout est écrit. Donc, moi, je me présume de rien. Si en venant, j'ai ce cachet-là sur moi, personne ne peut l'empêcher. Mais je ne sais pas ce que de toute façon, ce qui est dans le déroulé de mon destin. Mais je dis bien,
si ça m'arrive, de toute façon, je ne dirai pas non. Je louerai l'Éternel. Mais dire que je n'attends que ça, non, il y a autre chose à faire dans la vie de mon que la politique. Mais la politique, de toute façon, est une matière passionnante. C'est-à-dire décliner des politiques publiques et mesurer les effets que ça a sur la société, sur les hommes, sur l'avenir dont des gens, je crois que c'est une tâche extrêmement passionnante. Et ça vous passionne toujours? De toute façon, je suis passionné de la politique. Pour autant, de toute façon, j'ai de toute façon un background qui m'autorise de toute façon à essayer, si vous voulez, en tout cas d'évoluer dans d'autres secteurs, en dehors de la politique. Mais pour l'heure, je suis président d'une formation politique. Et je dis bien, lorsqu'on crée une formation politique, on part à la conquête du pouvoir. Que pensez-vous d'une transition politique dans ce pays? Le mot a un sens. Pourquoi transition? Vous savez, c'est nous-mêmes qui compliquons donc la situation. Quand vous observez les indications, ou du moins les indications données par la feuille de route de la CEDEAO, il est dit que le chef de l'État est disponible à travailler avec toutes les parties. Là-bas, si nous voulons nous faire une interprétation des textes, c'est-à-dire qu'il est possible donc au président de la République de composer un gouvernement avec toutes les forces politiques pour gérer, si vous voulez, la feuille de route ensemble. Mais quand vous commencez par dire donc transition, il faut qu'il parte, qu'il doit déboucher sur son départ. Vous savez, je disais à quelqu'un la dernière fois donc, au départ de Foyansibé du pouvoir, ne relève ni du droit, ni de la politique. C'est lui-même qui, face à lui-même, à sa conscience, décide en disant, bon, écoutez, nous avons eu la chance, pendant 2 générations, nous avons incarné l'avenir de ce pays. Nous avons gouverné donc pour ce pays. Il est peut-être temps pour moi donc, que je tende la main à quelqu'un d'autre de venir poursuivre l'œuvre que mon père et moi-même nous avons accompli au CFDC. Ils doivent donc exhiber donc, des textes de droit ou de tels principes. Je ne pense pas. Vous lui conseillerez ce matin, par exemple, de lâcher du lest sur ce sujet? D'abord, je ne connais pas son destin. Je ne connais pas le double destin. Ce que Dieu a prévu pour lui, je ne le connais pas. Ok. 2, je ne sais pas ce qu'il a dans la tête, ce qu'il veut encore faire donc, pour le pays. Et ce que nous, ses proches collaborateurs lui disent. S'il me demande moi mon avis, je lui en donnerai. Mais je le lui réserve. Et je ne dirai pas ça ici. On voit que vous avez envie qu'il parte en 2020 et qu'il ne soit plus candidat. Il a assez fait pour ce pays. Il est citoyen togolais comme moi. Il est leader de partis politiques comme moi. Il est président de la République. C'est lui qui décide de ce qu'il veut faire. Pourquoi je vais avoir envie qu'il quitte? Mais il peut compétir. Si il veut aller, si j'ai ma formation politique qui est plus structurée, que les Togolais me font plus confiance, peut-être si on met en place les structures qui garantissent la transparence, peut-être qu'il sera battu. Et donc le problème n'est pas là. Le problème, c'est que vous devez garder à l'esprit, vous les journalistes aussi, comment on fait pour assurer un minimum à tous les Togolais. Comment on fait lorsque nous allons dans un village, nous ne voyons pas nos enfants, nos petits-enfants dans des écoles en paille. Et donc, comment on fait pour assurer de toute façon le minimum? Il y a beaucoup d'efforts qui ont été réalisés, mais le défi est trop grand. J'avais dit à un de vos confrères donc, de l'Africa 24, à la veille des élections présidentielles de 2015, que si Fonya Sifougue gagne, il faut qu'il fasse un gouvernement de large ouverture. Mais je crois que je n'ai pas été entendu. Au jour d'aujourd'hui, comme demain, la société a profondément changé. Et vous ne pouvez plus de tout le temps dire, une seule formation dire que j'ai gagné, je gouverne avec mes amis. Non, il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir davantage. Parce que
Les exigences aujourd'hui sont fortes et multiples. Les jeunes sont plus nombreux. Ils ont de toute façon une lecture du monde que, du moins, mais les aînés n'ont pas. Et c'est eux, de toute façon, vous voulez donc le vivier, donc qui doit construire du moins la société de demain. Comment vous pouvez faire aujourd'hui donc un gouvernement et ne pas mettre ces jeunes-là formés, talentueux? Ça peut être une demande de votre part aujourd'hui au président après les législatives. Ouvrir le champ. Je crois que, non, je crois que tout ce que nous faisons, comme c'est suivi, il faudrait de toute façon ouvrir la place aux jeunes. Et moi-même, de toute façon, depuis 2002, lorsque, aujourd'hui, ça fait 16 ans un jour de moi que je fus nommé donc Premier ministre, parce que j'ai été nommé le 29 août 2002. La proposition donc, que j'ai eu à faire, c'est un gouvernement de 18 personnes. Il y a 12 jeunes et 6 anciens. Et chaque ancien de moi a le tutorat de moi sur de les former. Bref, pour dire que ce n'est pas aujourd'hui que nous avons senti la tendance donc monter, la tendance des jeunes juvéniles, monter, prendre de la puissance, je dis, il faut leur ouvrir des perspectives. Parce que les talents dont ils sont porteurs aujourd'hui, nous de toute façon, nous n'avons pas de ces talents-là. Très bien. Abayomi Kodjo, la question du terrorisme inquiète l'Afrique et l'Afrique de l'Ouest particulièrement. Le Burkina Faso est constamment touché. Ces derniers jours, le cas des attaques des gendarmeries et consorts est sur le tapis. Est-ce que vous craignez cela chez nous? D'autant plus que ces dernières semaines, la profanation des mosquées, de la Sainte-Coran, du Saint-Coran, excusez-moi, mais qui avait été relevé ici et là. Je vous disais tout à l'heure que les alternances politiques n'ont pas toujours donné les résultats attendus. Aujourd'hui, par rapport au phénomène du terrorisme que vous décrivez, où les gens sont attaqués tous les jours, pratiquement, donc, dans ce pays frère, il y a certains qui regardent de Blaise Compaoré. Il y a certains au Burkina qui regrettent le départ de Blaise Compaoré. Parce que celui qui arrivait allait contenir avant. Rien ne vaut la paix, rien ne vaut la sécurité. Sous Blaise Compaoré, il n'y a pas eu ça. Ok, à quoi sert? Aujourd'hui, les gens se posent des questions là-bas. Moi, j'ai plein d'amis burkinabés. Il faut savoir que, bon, c'est eux nos premiers clients. Donc vous aurez ce que Blaise Compaoré soit au pouvoir pour qu'il n'y ait pas d'attentat. Pardon? Mais vous avez des raccourcis là qui parfois m'horripilent. Comment vous pouvez parler comme ça? J'ai dit bien, les gens vivent un traumatisme quotidien. Que ce soit les forces de l'ordre et la population civile, tous les jours. Les gens se posent des questions. Mais avant on dit que oui, l'autre il est resté trop longtemps, il n'a qu'à quitter. Bon, mais peut-être s'il était là, peut-être qu'on n'aurait pas ça. Je ne dis pas non plus pour du moins, mais en tout cas, faire un plaidoyer pour une présence à vie. C'est pas ce que je dis. J'ai dit tout à l'heure que, attention, les alternances peuvent créer des surprises. Ce qu'on a là, je dis ça même, nos amis de ce pays-là, se poser des questions. Comment on fait pour revenir à un état où il y a la paix et la sécurité et qui permettent de toute façon le développement des activités économiques? Vous me demandez si je crains ici? Oui, je crains. Mais pour l'heure, je dis pour l'heure, je rends hommage au travail que font les forces de l'ordre et de sécurité. Je l'ai dit déjà, il n'y a pas très longtemps, chez un de vos confrères, que si on vous dit tout ce qu'on fait la nuit, pour que de toute façon vous vous réveillez tranquillement, pour vaquer à vos occupations, vous allez leur rendre hommage. Et donc, je souhaite que nos forces de sécurité soient encore plus vigilants, oui, nos forces de sécurité soient encore plus vigilantes, qu'elles se mobilisent pour que dans en tout cas, ce secteur-là qui endeuille les familles, crée la psychose dans la ville, en tout cas ne viennent pas chez nous. Vous parlez de profanation de trucs, je pense que le pouvoir public doit tout faire pour de toute façon trouver les auteurs en tout cas, de ces actes ignominieux. Et je rappellerai que
chrétiens, musulmans, bon, église réveillée, animistes, tout ça, nous vivons en paix au Togo. Il faudrait que ces paix soient conservées. Vous étiez au Mali il n'y a pas longtemps pour le scrutin présidentiel. Vous faisiez partie des observateurs. Nous étions chefs de mission. Ibeka a-t-il volé les élections? Ibeka a gagné proprement les élections. Mais je disais, dès que je suis arrivé, je connais très bien Cissé, dès que je suis arrivé de mon centre de tête, donc je lui ai envoyé un message que je suis là, que je voulais le rencontrer. Je n'ai pas pu le rencontrer, pas ma faute, parce qu'il n'avait pas réagi. Mais en fait, de toute façon, Cissé a été très actif sur les réseaux sociaux. Voilà, Ibeka a gagné les élections. Mon équipe a fait 120 bureaux de vote. Fait 120 bureaux de vote. Vous savez, moi ça me permet de dire que Ibeka a gagné? Non, je parle de l'expérience que moi j'ai vue dans 120 bureaux de vote. Je rappelle que le Mali, quand même, c'est 23 000 bureaux de vote, y compris la diaspora. C'est 23 000 bureaux de vote. Moi, je n'ai pas eu une équipe de l'ONU ou, comment je dirais, de l'Union européenne ou de, voilà. De l'Union africaine, par exemple. De l'Union africaine. On a eu une vingtaine d'observateurs. J'ai dit, on fait 120 bureaux de vote. Le vote s'est bien déroulé. Et qu'au niveau du dépouillement, ce qu'on observe ailleurs, les gens sont calmes. Oui, il n'y a pas d'excitation tous. Et puis, pendant le déroulé du scrutin, c'est-à-dire que tous ceux qui sont là, c'est-à-dire opposition majorité, Cour constitutionnelle, CENI, membres du groupe, tous manger dans le même plat. Et puis donc c'est une jeunesse extrêmement éveillée, responsabilité, c'est-à-dire que ça ne te viendra même pas. Donc, et à l'esprit que, bon, laisse-moi voler pour mon candidat, non. Parce qu'en fait, de toute façon, c'est une jeunesse extrêmement consciente. Et donc, bref, il faut dire que, oui, Ibeka a gagné donc ces élections, mais que ses adversaires aussi, de toute façon, n'ont pas croisé les bras. Donc, ils ont beaucoup joué sur les réseaux sociaux. Et moi-même, au terme donc, de cette mission, je me suis dit, s'il était resté de Moussa Lomé en suivant, donc, en tout cas, tout le déroulé électoral là, sur les réseaux sociaux, je dirais donc que c'est Cissé Doumbouya qui a gagné. Mais la réalité du terrain est complètement différente de ce qui se passe dans le monde virtuel. Très bien. On arrive à la fin de l'entretien, M. Abouyoumé Kodjo. Quel est votre message au peuple togolais, à ceux-là qui vous écoutent ce matin? Je voudrais leur dire que de rester confiant que Dieu n'a pas abandonné ce pays et qu'il a un grand plan, un plan lumineux pour le pays. Pour autant, nous, qui avons des partis politiques qui œuvront donc pour vous, priez du moins que la raison triomphe dans nos cœurs pour que nous puissions travailler ensemble pour la grandeur de ce pays, pour le bonheur des générations actuelles et pour la puissance que nous voulons pour ce pays-là demain. Parce que je suis convaincu, le Togo est un pays à part et il le tiendra le monde. Très bien. Merci beaucoup Gabriel Messan Abouyoumé Kodjo, président national de l'Organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire. Merci de venir nous voir ce matin. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur le Taxi FM Lomé. Merci également à la diaspora qui nous écoute quotidiennement sur le www.taxifm.tg. Merci à vous. Appelez-moi Saint-Henri Gato. À demain pour la grande messe de vendredi. Au revoir.